bonsoir. Donc, nous sommes réunis avec plusieurs amis plasticiens en particulier, mais aussi nous avons une compositrice pour parler de cette manière de contourner aujourd'hui la fermeture imposée de certaines galeries d'art en déclenchant un mouvement de solidarité qui nous permet, à travers la vente d'ouvrages et de livres d'artistes, de rester connectés à nos publics, de rester vivants, de rester visibles et de rester éloquents, si je puis dire, et de continuer de prendre la parole dans le monde tel qu'il va et dans le pays tel qu'il va aujourd'hui. Donc, je salue particulièrement la présence avec nous de Corinne Bornier, une plasticienne que j'aime infiniment et que je ne suis pas la seule à aimer infiniment. Merci beaucoup. Ça me touche. Ravie. Je pense que nous aurons peut-être des échanges sur les proximités entre nos démarches. Du côté des arts plastiques, nous attendons la photographe Natacha Nicoulin. Nous avons Elisabeth Leverrier qui parlera de sa démarche, qui est une démarche à travers le feu et assez gigantesque. Yves Ledan, qui a exposé il y a peu de temps et avec lequel nous avons beaucoup parlé des vagues, des lignes d'horizon. Voilà, et Béatrice Thirier, qui elle n'est pas plasticienne, mais qui est une artiste polyvalente, quasiment universelle, et qui s'exprime particulièrement qui court sur le clavier. Voilà. Et je vais laisser Geneviève Euzet, qui est la directrice artistique de la partie IGDA 2.0 de la galerie. Je vais la laisser présenter peut-être la démarche avant que nous rentrions dans le contenu artistique. Je salue tous les gens que je connais, il y en a beaucoup. Je remercie beaucoup Béatrice Thirier, c'est la surprise. En fait, c'était le cadeau pour Karine Saporta, c'est une amie, c'est une très grande compositrice et elle vous dira comment elle peut aussi rentrer dans une galerie avec les compositions merveilleuses, comment elle peut jouer dans certains tableaux, ça va être très intéressant. J'ai appris juste ce soir, donc je la remercie infiniment Corinne, parce que Corinne, c'est Corinne Bornier, et elle nous vient du château de Rivaux. Et puis Elisabeth Leverrier et ses grands bâtons de feu, elle va nous expliquer tout ça. Je montre, peut-être que vous le voyez, un très beau livre que nous exposons et que nous vendons en ce moment à la galerie. Voilà. Un livre magnifique, écrit d'une façon magnifique. On est vraiment très heureux de la façon dont les deux galeries se sont mises ensemble pour travailler sur un beau projet. Voilà. Donc, je suis la directrice artistique depuis peu. Je remercie Karine de m'avoir nommée à cette place. Bien entendu, je continuerai à travailler avec tous mes amis, tous ceux qui voudront bien m'accompagner parce que c'est pas facile dans cette démarche qui va être exigeante, mais donc j'attends de la critique et beaucoup de bienveillance parce que c'est pas facile. Voilà. Est-ce que Karine, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait dire? Voilà. Donc effectivement, les artistes présents avec nous ont également des livres en vente dans cette galerie-librairie, enfin actuellement librairie éphémère. Et c'est important tout à l'heure peut-être de mettre l'accent sur cette démarche qu'ont la plupart des plasticiens, ou un grand nombre de plasticiens, de donner à voir leurs œuvres, de vulgariser d'une certaine manière le travail qu'ils font à travers des images qui sont des reproductions. Et ce sera intéressant à un certain point de la discussion de parler de ça. Parce que depuis la possibilité qu'a offert l'imprimerie bien avant le numérique, de reproduire des œuvres qui sont à un moment transformées par la façon dont elles sont reproduites, à partir de la naissance de l'imprimerie, on assiste à une transfiguration, une transformation de la passation ou du passage du geste artistique. Et aujourd'hui, avec le numérique, évidemment, on est dans une autre révolution. Mais tout ça rapproche, éloigne de l'œuvre originale, rapproche différemment. On va en parler tout à l'heure autour de la notion de livre d'art. Alors, je commence, puisque je ne savais pas que j'aurais la chance d'avoir plusieurs plasticiens autour de moi. Je devais parler de mon travail, je vais le faire très brièvement pour laisser la parole aux autres. Et nous allons lancer un petit diaporama qui vous permettra de voir cet ouvrage que Geneviève a qualifié de premier ouvrage d'une maison d'édition qui porte le nom de Belle Rive, parce que j'habite
Istream Riva Bella, la belle rive, et que la galerie d'art que nous allons ouvrir se situera sur le port de plaisance de l'Istream Riva Bella. Vous avez un aperçu de certains textes, certaines images qui sont dans le livre. Alors, pour retracer l'historique de cette démarche, j'ai commencé à travailler sur les humeurs du corps il y a un certain temps.
Et il m'est apparu que face à Yann Fabre, l'année où le Festival d'Avignon m'a passé commande, qui crée une pièce qui s'appelait Je suis sang, j'avais envie de répondre Je suis lait, LAIT. Et il m'est apparu que finalement, dans le corps, la plupart des couleurs étaient absentes, que seules demeuraient deux couleurs, plus ou moins toujours immaculées pour ce qui est du blanc, plus ou moins, parce qu'il y a effectivement des couleurs, il y a un camailleux de blanc dans ce que produit le corps qui va du blanc au crème. C'est pas voilà, par hasard que la crème est aussi quelque chose qui est un dérivé de ce que nous produisons et qui est blanc de notre corps de femme. Et l'autre couleur donc omniprésente malgré tout, c'est le rouge. Il y a deux types de tissus dans le corps, de tissus mous ou de tissus plus durs. Entre les os et les tissus mous, il y a une proximité malgré tout, puisque, y compris dans les os, il y a du blanc, il y a du rouge. Alors, d'ailleurs, je me suis intéressée, quand je travaillais sur la symbolique de ces deux couleurs, je me suis aussi intéressée au fait que le théâtre avait pris parti pour peut-être la violence meurtrière, je n'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que le fond de la théâtralité en Occident, le fond du théâtre, c'est toujours cette question-là liée à la violence et à l'affrontement guerrier, et que le théâtre était sans doute un acte guerrier et que la danse pouvait éventuellement être toujours un acte différent, un petit peu plus fédérateur, un petit peu plus, je dirais, prometteur en termes de mutation vers un état moins violent de l'humanité. Donc, lorsque Yann Fabre dit « je suis sang » et que je dis « je suis lait », d'une certaine manière, je disais aussi « tu es théâtre, je suis danse », mais tout dépend aussi de ce qu'on appelle la danse. Parce que dans le théâtre de Yann Fabre, il y a beaucoup de corps. Il y a beaucoup de corps. C'est un des metteurs en scène qui s'est déclaré à un moment chorégraphe. Il a changé sa démarche. Et donc, il y a effectivement toujours de l'homme de théâtre dans la danse de Yann Fabre, dans la chorégraphie de Yann Fabre, mais il y a quand même aussi cette quête, cette espèce de fascination pour la danse. Alors, c'est drôle d'ailleurs, en parlant tout d'un coup de Yann, je me souviens qu'avant de faire ce travail sur le lait et sur le rapport entre le sang et le lait, j'avais vu une pièce de Yann que je lui avais commandée d'ailleurs dans le cadre d'une manifestation à Avignon qui s'appelle Le Vif du Sujet, où il lançait sur le public et sur ses danseurs des plaquettes de beurre qui fondaient, parce qu'il fait très chaud à Avignon malgré la climatisation, qui fondaient progressivement sur scène. Et oui, donc il avait commencé à travailler sur la matière lactée. Donc on se demandait, d'ailleurs hier nous évoquions le mot de lacté avec Geneviève Veuzé, elle parlait de la voie lactée. Donc il y aurait quelque part effectivement une identité corporelle, charnelle, en tout cas pour tous ceux qui se différencient du végétal, qui serait du côté du rouge et du blanc, de la même manière avec la chlorophylle. Le monde végétal, lui, est quand même assez marqué par la couleur verte. Donc finalement, la couleur, qui est un signe plastique, est aussi un révélateur, je pense, des espèces et des différentes catégories dans le monde du vivant, et je trouvais ça assez intéressant. D'autant que lorsque le rouge apparaît, que ce soit le rouge au front, le rouge de la honte, eh bien, c'est qu'il y a d'une certaine manière tout d'un coup atteinte à l'intégrité, soit l'intégrité psychologique, psychique ou morale, quand le rouge vient aux joues, le rouge vient au front, ou sinon une intégrité à la surface de la peau lorsqu'effectivement le corps explose, se décompose, ou et je dirais brisé dans cette espèce d'enveloppe protectrice qui lui permet de ne pas être déchiqueté par le vent qui passe et cette membrane qu'on appelle la peau. Donc voilà le travail que j'ai fait à travers cette installation qui s'appelait à l'époque où je l'ai créée au Festival d'Avignon, ça ne s'appelait pas Communion, ça s'appelait l'enveloppe.
parce qu'il y avait à la fois une installation plastique avec des danseurs au sein de l'installation, mais aussi des boîtes à lettres. L'installation était entourée d'un dispositif de boîte aux lettres où on pouvait venir retirer l'ouvrage imprimé, donc les choses que vous avez vues mais qui n'étaient pas reliées, qui étaient des petits textes, des petits mots que j'envoyais à Yann dans une enveloppe. Donc à la fois des petits messages, des photos sur du papier cartonné, ça s'appelait l'enveloppe. Les spectateurs venaient retirer au guichet donc de l'installation l'enveloppe et les remettaient, leurs enveloppes, une fois qu'ils avaient inscrit une adresse sur cette fameuse enveloppe, les remettaient dans les boîtes aux lettres et elles étaient envoyées soit à Yann Fab directement, soit à quelqu'un du choix de chacun des spectateurs. Ensuite, l'installation a évolué et la prochaine exposition qui s'appelait Communion, à partir de cette matière, a été réalisée au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, où j'avais investi à la fois le rez-de-chaussée et le premier étage. Pour ceux qui connaissent le Centre des Arts, c'est assez grand, avec des énormes réfrigérateurs. Et dans les réfrigérateurs, il y avait à la fois des morceaux de viande plastifiés, avec collés sur l'enveloppe des images de celles que vous avez vues. Il y avait aussi des bouteilles de lait, et sur les bouteilles de lait étaient collées certaines photos. Et il y avait aussi des pots de yaourt entourés donc de planches contact, d'éléments de planches contact du travail réalisé. Donc cette deuxième installation était aussi sur le rouge et le blanc, dans la mesure où, au fur et à mesure où le temps passait, le givre se déposait sur les morceaux de viande. Donc même le rouge, à la fin de l'installation, au bout d'un mois, était devenu blanc. Donc on était sur le blanchiment, qui pour moi est un acte assez important d'ailleurs, parce que je pense, j'ai souvent parlé du blanchiment qui apparaît à travers la vision, qu'elle soit mystique, ou j'ai souvent parlé de la surlumière. Donc, pour parler de la fabrication des images que vous avez vues, au départ, j'ai photographié une danseuse dans les halles de Rungis, où on était allé le matin très tôt, dans les chambres froides. On avait des grandes combinaisons blanches d'ailleurs, et des morceaux de plastique qui couvraient nos chaussures. On était complètement emmitouflés, comme on n'était pas encore dans l'ère Covid, mais on était effectivement dans un espace très réfrigéré et très hygiénique, et les prises de vue ont été assez pénibles dans ces morceaux de viande, dans ces quartiers de viande, et j'avais symbolisé la dimension blanche par rapport au rouge de la viande à travers cette robe de mariée qui me semble malgré tout être très porteuse aussi, à la fois bien sûr du signe d'un rôle féminin qui est celui de la mariée qu'on a fait porter aux femmes, mais aussi du rôle de la ballerine, parce que finalement le tulle de la robe de mariée et le tulle, c'est pour ça aussi que vous avez des ateliers de fabrication de tutus qui ont été photographiés, le tulle de la robe de mariée, le tulle du tutu de la ballerine, beaucoup de points communs. Entre parenthèses, la ballerine est censée être un personnage que j'appelle psychédélique, puisqu'au départ, les danseuses romantiques portaient des ailes dans le dos, elles étaient suspendues par des filins, on était dans un univers complètement hallucinogène ou halluciné. Et le premier ballet romantique qui s'appelle La Sylphide est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une jeune fille, d'une jeune villageoise, donc dans la vie courante, mais il s'endort près de la cheminée et il fantasme un personnage qui est la première ballerine romantique, interprétée d'ailleurs en 1830 par Marie Taglioni. Et ce personnage est un personnage psychédélique, c'est-à-dire qu'il s'endort avec l'image en chair et en os d'une jeune fille qu'il a croisée sur la place du village, ce fameux James, et pendant la nuit, on ne sait pas ce qu'il a bu ou fumé, la jeune fille se transforme en cet être irréel, entièrement blanc, qui est effectivement une apparition. Je pense qu'effectivement aussi, la robe de mariée laisse à penser que la femme que l'on épouse est une femme d'une certaine façon sans corps, mais même si on sait que son hymen va être déchiré et que le sang va sourdre pendant la nuit de noces, il y a quand même aussi dans cette couleur choisie pour la mariée en Occident, parce qu'en Chine, la robe de mariée est rouge d'ailleurs,
on est toujours dans ces deux couleurs, il y a effectivement une sorte de négation peut-être de l'acte qui va suivre et qui va faire surgir le sang. Autre chose qui m'intéressait à travers ce traitement du rouge et du blanc, du sang et du lait, c'est que pour nous femmes, la définition de la féminité qui est liée à la fécondité passe aussi par l'écoulement du sang voilà, menstruel, et la possibilité de produire de la nourriture blanche et immaculée pour le bébé qui va naître. Et j'ai fait par la suite toute une série qui s'appelle Le goût de la vie sur des femmes qui allaitent, parce qu'au moment, je sais qu'il y a eu des démarches depuis, mais au moment où j'ai créé Le goût de la vie, il n'y avait quasiment pas eu de mise en scène photographique sur l'allaitement. Donc, j'ai photographié des femmes qui donnaient le sein à un enfant, 2 enfants, 3 enfants, quasiment des Louvres-en-Maine. Et ça m'a paru extrêmement intéressant parce que nous sommes sans doute les seules espèces, les mammifères, à pouvoir produire de la nourriture en étant vivants. L'être vivant animal est une nourriture potentielle pour le prédateur, pour celui qui va le déchiqueter ou le manger, mais de son vivant, je pense que seules les femelles mammifères produisent de la nourriture blanche en l'occurrence. Alors, on va peut-être passer, pour que je puisse évoquer la démarche qui est la mienne très rapidement afin de laisser la parole aux autres plasticiens. Isabelle, je veux bien que tu montres le contenu du 2e livre où je vais pouvoir parler un petit peu plus de technique. Parce qu'en tant que photographe, on me pose toujours la question de ce pourquoi je m'exprime aussi à travers l'image fixe, alors que, me dit-on, l'image fixe est tout à fait le contraire du mouvement qui, a priori, est la dimension à travers laquelle je m'exprime comme chorégraphe. Or non, je dis toujours non. Le mouvement n'est absolument pas du tout ce qui fait sens lorsque nous produisons des gestes et que nous les composons et que nous créons des chorégraphies. Ce qui fait sens la plupart du temps, c'est la position qui peut, d'une certaine manière, être toujours l'image qu'on peut sortir d'un mouvement, le mouvement étant, comme on le sait depuis un certain temps et depuis la décomposition du mouvement du jeu. Non, je veux bien que tu restes sur l'image précédente. Donc, c'est vrai que le mouvement n'est guère qu'un enchaînement de positions. Et ce qui me déplaît dans mes propres pièces ou dans d'autres spectacles de danse, quand je vais voir de la danse et qu'elle ne m'intéresse pas, c'est lorsque le mouvement cache la vérité des corps et le sens qui s'inscrit sur le corps lorsqu'effectivement une tête se tourne, une épaule se monte, un poignet se casse ou des doigts se séparent. Ça, c'est ce qui m'intéresse dans la danse. Faire parler les phalanges, faire parler les angles du corps, faire parler les battements des yeux, la manière dont un visage est structuré. Je choisis des danseurs pour des emplois très particuliers. Et ce qui m'émeut le plus, c'est de les donner à voir dans cette espèce de spectacle qui nous est refusé la plupart du temps dans la vie quotidienne, parce que lorsqu'on vit avec un être très proche et qu'on partage même amoureusement des choses physiques avec lui, malgré tout, la quantité de gestes qu'on a le plaisir de contempler venant de son compagnon ou de sa compagne est toujours très limité, même lorsqu'on le voit se brosser les dents ou qu'on partage un repas ou un acte d'amour avec, finalement, le répertoire de signes qui permet d'exprimer le tréfonds du corps qu'utilise la personne même que l'on aime et que l'on contemple et que l'on dévore des yeux est très limité. Nous, chorégraphes, nous avons cette chance extraordinaire de pouvoir faire parler le corps à travers l'émission de signes qui est extrêmement rare. C'est dommage d'ailleurs, parce que peut-être que si la danse était un code mieux appris à l'école dès le plus jeune âge, on aurait effectivement envie de s'exprimer dans la vie plus finement à travers son corps. Donc oui, la photographie et la danse sont des arts absolument proches, pour autant que, et c'est ce qui m'intéresse moi, on choisisse la représentation du corps
dans la photographie. Moi, je ne photographie pas de paysage, ma photographie n'est pas abstraite, je ne photographie que des corps. Des corps, oui, soi-disant statiques, sauf que j'ai eu la chance dans mes études aux États-Unis d'avoir un maître photographe, un grand photographe américain qui s'appelait Dwayne Michaels et qui m'a appris que la photographie, c'était pas forcément une photographie, mais ça pouvait être un diptyque, un triptyque et un enchaînement de photographies, et que finalement, dans la chronologie de l'enchaînement des photographies, la dimension du temps pouvait être restituée. Tu peux peut-être avancer un tout petit peu, Isabelle. Donc ça, c'est une série qui a été une commande de l'Institut français de Munich, et toutes les photos ont été faites à l'Institut français de Munich, et la commande était de traiter de la Bavière, et j'ai choisi comme personnage Louis II de Bavière, et de fantasmer un Louis II de Bavière qui serait en décomposition, en décadence. C'est les premières images où j'ai peint l'uniforme de Louis II de Bavière, puis on a balancé des seaux d'eau sur la peinture et ça a créé les abstractions dégoulinantes que vous avez vues. Là, nous sommes dans le grenier de l'Institut français à Munich. Cette série s'appelle La perte de connaissance, où j'ai effectivement noyé des bonnes bavaroises, si je puis dire, des archétypes de la culture bavaroise, puisque j'avais des danseurs bavarois, des danseuses bavaroises que nous avons habillées dans des costumes tyroliens. Et ce n'est pas rien, parce qu'aujourd'hui encore, dans cette partie-là de l'Allemagne, le costume traditionnel est encore une sorte de marque identitaire extrêmement répandue. Les hommes portent des chapeaux tyroliens, enfin ils sont très souvent dans des fêtes, les Bavarois s'habillent de cette façon. Donc j'ai essayé de revenir un petit peu aux sources de l'anti-décadence à la Louis II de Bavière, mais aussi en restituant quelque chose de l'ordre d'une orgie. D'ailleurs, la première série s'appelle l'or, comme la denrée précieuse, rare, l'or, l'argent, l'orgie comme le gisement. Donc, à travers les mises en scène que j'ai faites là pour ce projet Ludwig Adel, je travaille sur la décadence d'une image, qui est l'image propre et nette, et qu'est-ce qui est la décadence. J'ai travaillé aussi dans cette série sur, je me suis amusée à essayer de recréer des mignons, les fameux mignons de Louis II de Bavière, et j'ai pris grand plaisir à transformer des danseurs bavarois en mignons de Louis II de Bavière. Voilà un autre mignon. Tu peux avancer. Et face à ça, j'ai aussi beaucoup fréquenté l'opéra de Munich, ou fréquenté d'ailleurs aussi par la bonne bourgeoisie munichoise. Et je me suis amusée aussi à figer dans des positions très archétypales, classiques si je puis dire, les danseuses dans les coulisses de l'opéra de Munich. D'autres personnages aussi qui m'ont été inspirés par mes rencontres sur place. J'aime bien m'imprégner, et lorsque je suis invitée à faire une série dans un pays, vivre un moment. Donc j'ai vécu un moment à Munich, et voilà une munichoise qui cachait bien son jeu et que j'ai peinte en noir. C'est une munichoise un petit peu blanche, blanc sur blanc, que j'ai travesti en personnage noir pour cette série. Encore un rapport, donc là en l'occurrence il s'agit d'un frère et d'une sœur. J'ai appelé la série l'inceste. Tu peux avancer. Voilà, simplement pour vous montrer qu'on peut raconter aussi des choses à travers une succession d'images, mais le fait qu'elles soient figées, fixes et statiques m'intéresse beaucoup. Moi qui me bagarre quasiment contre la fluidité du mouvement en permanence, miroir bavarois. Et ça, c'est une série que j'aime beaucoup, de deux personnages toujours dans les costumes bavarois, qui semblent bien intentionnés l'une avec l'autre, et il va se produire une sorte d'acte de violence qui est un étranglement entre ces deux doubles, ces deux personnages qui sont très proches. Il y a encore un mignon de Ludwig.
Voilà. Donc, pour terminer, j'aimerais bien dire quelques mots de la façon dont je travaille lorsque je photographie. Les séances sont assez longues parce que j'utilise beaucoup la peinture sur corps pour créer une sorte de trouble. Par exemple, dans le portrait que vous avez vu du premier million, on me demande souvent si la photo est en noir et blanc, mais en fait, c'est du faux noir et blanc. J'ai peint entièrement le visage et le corps des interprètes en noir, en gris, dans un camailleux de gris. Mais en revanche, la photographie, la pellicule, si je puis dire, était une pellicule couleur. Donc, j'ai donné l'impression d'un noir et blanc à partir d'une pellicule couleur. Et ce leurre du corps peint qui permet de se poser la question est-ce qu'il s'agit d'une photographie ou d'une peinture m'intéresse beaucoup. L'autre, donc, c'est une démarche assez fastidieuse pour les interprètes qui doivent passer de longues heures entre les mains du peintre et du maquilleur. Une autre dimension qui est assez longue et fastidieuse, mais j'ai écrit des textes dans Communion sur le rapport à la technique. Je valorise beaucoup le rapport à l'effort, au travail et à la technique. J'essaye de faire ce que Chéreau appelait épuiser l'espace, c'est-à-dire que pour rendre le corps signifiant, je crois qu'il faut trouver, comme lorsqu'on met en scène sur un plateau de théâtre deux personnages, il y a la place, tout d'un coup on trouve la place entre les deux personnages qui fait que la scène prend. Il y a ce moment où on est avec son appareil photo plus ou moins en contre-plongée, plus ou moins à la droite du personnage en contre-plongée, plus ou moins à la gauche du personnage en plongée, ou au contraire au même niveau. On trouve la bonne focale, la bonne position dans l'espace et la bonne position droite-gauche au bas par rapport au personnage qui fait que le sens passe. C'est-à-dire que d'avoir un personnage face à nous sur un plateau de théâtre, toujours à la même taille ou quasiment à la même distance de vous, ou avoir un personnage à photographier qu'on peut rendre plus ou moins présent par la capacité qu'on a de créer un gros plan, un plan serré, mais aussi la possibilité de déformer complètement son image en se situant au-dessous ou au-dessus. Tout ce travail technique dans l'espace, qui est le mien pendant que je photographie, et je me plie en 3, en 4, en 10, et c'est très très fatigant pour le modèle et également pour moi, cette espèce de recherche de la position exacte de l'appareil photo jusqu'à ce que l'image soit juste, fait partie du travail que je fais. Non pas que j'aime faire, mais que je fais pour que l'image, à l'arrivée, soit étonnante et proche de ce que j'ai envie de produire. Donc, body painting que j'utilise très régulièrement, travail sur l'espace, épuiser l'espace, et puis l'envie souvent de créer des diptyques et des triptyques. Et on va terminer, parce que j'ai été, à mon avis, déjà trop longue, si tu veux bien Isabelle, par le lancement qui en dira plus sur un petit sujet qu'a fait sur mon travail de photographe Muséum TV, et ensuite je passerai la parole aux autres artistes. Je suis Karine Saporta et j'ai une passion en vérité depuis toujours, c'est l'énigme, je vais l'appeler rapidement comme ça, c'est un petit peu pompeux, de questionner, de traquer partout où je la croise, l'énigme métaphysique. Qu'est-ce qui nous fait, pourquoi est-ce qu'on respire, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien. Donc ça m'a amené à choisir un mode d'expression qui passe par ce qu'il y a de plus obscur, tout en étant visible, de plus visible et de plus obscur à la fois, qui est le corps. Et pas forcément le corps en mouvement, le corps statique m'intéresse aussi passionnément. J'utilise le cadre photographique comme le cadre de scène, c'est-à-dire je fais revivre un petit peu cette pratique qui a disparu, qui est la pratique photographique en studio. L'impact de cette crise sur ma créativité est désastreux. D'abord, la danse se pratique à plusieurs, généralement. Et la photographie telle que moi, je la manie aussi. En studio, il y a des équipes qui travaillent autour du chorégraphe, qui s'activent, qui maquillent, qui costument, qui font la lumière. Et donc, toute seule, chez moi, sans ces équipes qui aident mon imaginaire, qui me permettent d'accoucher,
qui sont, je dirais, je suis toujours en analyse, en psychanalyse, je dirais, avec mes équipes, parce qu'elles me font parler, elles me révèlent. Alors, toute seule, ce n'est pas du tout ainsi que je travaille. Et deuxièmement, et ça c'est sûrement ce qu'il y a de plus grave et de plus important, c'est que la question de pourquoi cette crise, pourquoi si tard avoir appris qu'elle allait avoir lieu, pourquoi ce choc, voilà, et cette méconnaissance, cette inconnaissance, ce manque de questionnement par rapport aux pandémies et à l'épidémie, cette question m'occupe tout entière. Elle révèle d'abord la quantité d'informations qui nous échappent au vu de la quantité d'informations collectées à travers toutes ces technologies. La crise nous révèle également que vraisemblablement ce que va précipiter cette pandémie, c'est l'émergence soit d'une gouvernance mondiale, d'un gouvernement mondial, puisque le marché mondial, on va peut-être voir qu'il faut absolument qu'il y ait des régulations à l'échelle planétaire. Troisième révélation, le corps est fragile, le corps est effectivement par là, par où passe l'événement particulier qui arrive un jour dans l'existence des uns et des autres, qui est la fin, la mort, et le fait peut-être de chercher l'immortalité coïncide avec une sorte de désaffection ou de moindre importance de la vie physique. Le rêve que j'ai pour l'après-confinement, c'est que tout d'un coup, nous apparaisse qu'il y a quelques endroits encore qui échappent complètement au règne des biotechnologies, animales ou humaines d'ailleurs. Moi, je fonde l'espoir qu'on revienne à une sorte de logique qui passerait par le corps et qui nous permettrait de nous remettre en phase avec certaines activités qui procurent du bonheur et de la profondeur. Oui, Elisabeth Le Verrier, dont j'ai montré tout à l'heure le superbe ouvrage, qui a une attitude et une psychologie à l'art tout à fait singulière. Moi, c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour elle et pour ce qu'elle fait. Et j'aurais bien aimé que ce soit Karine qui l'interviewe, parce qu'hier, nous avons eu un échange long, fructueux. Toutes les deux, elles ont longuement parlé de projets même. Et peut-être que Elisabeth, tu es peut-être la seule à pouvoir vraiment bien parler de ton travail. Peut-être que tu peux en parler, parce que l'idée quand même qu'on a eue avec Karine, c'est que les gens qui ont exposé à IGDA cette année puissent se présenter et parler de leur travail. Est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu veux nous parler de toi? Alors, oui. Très bien, elle est très forte là. Donc je commence. Donc d'abord, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis ravie d'être entourée de gens que je connais pas. Je trouve que l'idée d'inviter des artistes là autour de Karine Saporta, c'est une belle idée. C'est un beau partage déjà. Donc j'avais déjà été touchée qu'on m'invite à exposer chez IGDA l'an dernier. C'était une belle petite aventure. J'avais juste placé un grand dessin au fond de la galerie. C'était quelque chose de très très simple. Ça me convenait. J'étais touchée parce que j'ai un travail qui est lié au feu et c'était la première fois qu'on m'invitait vraiment à Caen, alors que je suis caennaise depuis longtemps, à montrer ce travail de bois brûlé. Voilà. Alors, comment c'est venu? Donc, je remontre le. Oui, voilà. Moi aussi, voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est marrant parce que Karine Saporta parlait du corps statique et effectivement, dans ces histoires de posture, de photographie, il y a quelque chose qui me touche, mais je pense que Karine Saporta, elle est presque plus du côté des arts plastiques. Enfin, à mon avis, elle a vraiment quelque chose de très fort de ce côté-là. Alors voilà, donc mon ouvrage est paru il y a 3 ans. Il s'intitule Affresco. C'est un terme italien qui signifie dans l'enduit frais. Donc c'est lié à l'histoire de la fresque.
Et donc, il s'agissait de peindre dans l'enduit avant qu'il ne sèche. Et donc, ce qui implique comment dirais-je, qu'il n'y a pas d'essai possible, en fait. Donc, c'est un peu le tout ou rien. C'est-à-dire que, pour moi, je l'ai interprété comme vivre l'instant, vivre le moment et à 100%, en fait. Donc, mais je ne peux revenir en arrière, en fait. Donc, il y a quelque chose qui est qui est lié aussi à la mort, en fait. Je pense à l'idée de la mort qui est présente en arrière-plan. Il y a aussi l'idée, évidemment, de la vie qui est à vivre peut-être à 1000%. Voilà, donc en fait, comment j'en suis arrivée à mes grands dessins bois brûlés, à mon travail de feu. L'idée de départ, c'est, mon rêve, c'était de peindre. Et en fait, mais je ne voulais rien rajouter au monde, je ne voulais pas rajouter d'objets. Donc en fait, s'en est suivi pendant à peu près 2 ans, une espèce de, c'est pas une ascèse, hein, mais c'est un travail de déconstruction, d'abandon, des pinceaux, de la couleur. Et en fait, la grande idée, c'était d'arriver au rien et de ressentir l'essentiel de ce qui fait la vie, en fait. Donc d'essayer de rendre visible ce qu'on a dans la tête, c'est-à-dire quel est notre espace mental, quel est l'espace de la mémoire, de quoi sont faites les images, qu'est-ce qui nous traverse, de quoi c'est fait tout ça. Voilà, c'était les grandes questions. Et en fait, donc j'ai tout abandonné, les toiles, tout. Et je me suis retrouvée dans un hangar non chauffé. Et donc c'était c'était très existentialiste, on va dire. Et du coup, voilà, ça c'est un grand… Un peu là. Ouais. Oui. Mais il faut vraiment que tu ouvres peut-être quelques pages. Oui. On voit le feu, on voit les bâtons, on te voit. C'est très très bien. C'est très très beau. Alors. Là, on a voilà. la même chose. Alors, est-ce que là, vous voyez bien le grand dessin qui est au sol? Voilà. Mais un peu plus loin, voilà. Un peu plus loin. Voilà, comme ça on le voit mieux. Voilà. Ouais. Donc l'idée, c'est évidemment, je suis seule, j'ai plus rien, j'ai plus de peinture, j'ai plus rien, je vis le moment et je n'ai, comment dirais-je, je vis le moment, c'est tout. Et à cette époque-là, en fait, ce qui me maintient en vie, parce que c'est vraiment ça, c'est le lever du soleil à l'horizon sur la SMN. Voilà. Et je vais finir par allumer un feu pour brûler du bois, pour faire une sculpture en hommage au soleil. Et en retirant un bout de bois du feu, je vois qu'il y a une trace qui est laissée au sol. Et je me suis mise à tracer directement sur tous les murs et à danser aussi, hein, danser, tracer, à vivre le moment présent sans aucune préoccupation en fait. L'idée, c'était pas de vouloir dire, c'était d'être, voilà, dans une totale liberté, complètement imprégnée par l'énergie du lieu en fait. Donc tout ce qui est hangar, les hangars, comment dirais-je, les friches industrielles, là, vraiment sont des lieux de mémoire. Et c'est un peu comme si j'étais à l'intérieur de cette grande mémoire et je dessine, je fissure l'espace. Voilà. Alors, je peux la danse tout à l'heure. Comment? Voilà. Tu sais, un aventurier qui danse. Ouais. Alors, ça, c'en est un autre. Alors, il y a des dessins qui sont… Voilà. Voilà. Ça, c'est des grands dessins. Voilà, alors ces dessins, en fait, sont… j'ai fait l'ouvrage à fresco pour, comment dirais-je, faire le point à un moment donné, parce que je n'arrivais plus à avancer, j'avais des projets de film, etc. Mais l'idée, c'est en fait que à fresco présente plus de 20 ans de dessins éphémères, des travaux autour du feu, des photos de feu in situ, des tournages avec donc de nuit ou de jour avec des acteurs sur des lieux de mémoire. Mais tout ça a été réalisé à fresco en fait. Voilà. Donc à fresco, ça fait le point sur plus de 20 ans de création et le travail de feu continue évidemment, mais dans des choses, les dessins sont fixés maintenant.
Alors, ce qui prend, je dirais, je suis rentrée dans un rythme beaucoup moins effréné, puisque maintenant je gère des dessins qui font 40 mètres carrés, qui font, alors voilà, c'est toute une, c'est un autre rythme en fait. Je suis rentrée dans le temps, on va dire, voilà. Qui permet, on va peut-être, puisque je voudrais donner la parole, hein, c'est ce que Karine aurait fait à tous nos invités qui sont là. Écoute, Elisabeth, c'était vraiment très intéressant. Dire simplement qu'il y a aussi un projet très fort qui se précise avec Karine, qui va demander le temps de se faire, où il va y avoir quelque chose de fort entre ce que va apporter Karine et ce que va nous apporter Elisabeth Le Verrier. Maintenant, j'aimerais bien donner la parole, si vous le permettez, à une photographe qui s'appelle Natacha Nikouline, si elle veut bien être mise à l'écran. Natacha Nikouline, elle n'est plus là? Oui, si, je suis là. Tu es là, toi. Natacha, voilà, est-ce qu'on peut la mettre en plein écran? Et Natacha, écoute, de la même façon, je vais te laisser te présenter. Karine l'aurait fait, moi je peux le faire, je te connais, et pas tout ton œuvre, mais tu as déjà exposé 2 fois Aïda 2.0 dans l'ancienne galerie, puisque maintenant, tu as vu, on a un peu changé, mais on a toujours la même ligne artistique, donc on te reverra à tous les coups. Par contre, à savoir que tu as fait l'école des Gobelins, c'est peut-être bien d'en parler et montrer tout ce que tu fais d'absolument merveilleux, un peu partout d'ailleurs, cette espèce de vanité, photo-vanité, que tu nous en parles avec plus de grâce que moi. Natacha, à toi. Bonsoir, donc je suis ravie d'être là avec vous et de vous parler un petit peu de mon travail. Donc, effectivement, je travaille autour de la nature morte depuis très longtemps et du corps aussi. Donc, c'est assez intéressant. Enfin, ce que j'écoutais de Karine aussi avec l'utilisation des couleurs, du blanc et du rouge. En fait, j'ai un travail qui est souvent assez monochrome. Et quand elle disait qu'effectivement, elle travaillait pas en noir et blanc, qu'elle utilisait en fait des films couleurs et qu'ensuite elle se servait du maquillage pour obtenir des effets de noir et blanc, en fait, moi, je les utilise. Enfin, j'utilise pas du tout de maquillage, mais j'utilise des corps nus, sans tatouage et des drapés. Et en fait, il n'y a jamais de visage, moi, dans mon travail, en fait. Parce que quand je travaille, pour moi, c'est fermer les yeux. Photographier, pour moi, c'est fermer les yeux et c'est pas les ouvrir sur le monde. Et c'est les ouvrir sur mon monde intérieur, en fait. Donc, je travaille beaucoup à partir de mes rêves et de mes émotions. En fait, je pense que ce que j'avais exposé à Aïda, c'était une série qui s'appelait Memento Mori. Est-ce que tu as avec toi quelques photos de ce que tu nous avais montré, absolument magnifique. Alors, voilà, déjà. Donc, en fait, il y a eu ce voilà, livre. On a eu, oui. Peux-tu l'ouvrir, qu'on puisse, si ça te dérange pas, qu'on puisse, voilà, réaliser un peu. Voilà, oui, on le voit bien. On le voit bien, je le connais par cœur, celui-ci, bien sûr. Et puis, 2, 3 autres, si tu veux bien, parce que c'est un livre qui est magnifique. Mais de toute façon, tu nous expliqueras si, voilà, mets-le bien. Évidemment, l'écran abîme la qualité de ce qu'on voit, mais c'est des choses extraordinaires en petit format, en très grand format aussi. Hein, oui, en fait, la plupart de mes tirages sont des très grands formats. En fait, je travaille beaucoup avec des masques mortuaires. Bouge pas trop. Ah, celui-là à droite, on connaît très bien. Celui de gauche aussi, oui, oui. Il a été très, très apprécié, puis vendu. Celui-ci aussi. Voilà, c'est un peu ton travail, si tu peux nous en parler de ce travail-là, et puis après, de ce que tu fais maintenant. Oui, alors je vais commencer par cette série. En fait, c'est les
presque les photographies pour moi les plus importantes, qui sont mes étapes de deuil au moment de la mort de mon père. Donc, en fait, j'ai voulu vraiment restituer au plus près la sensation de la perte et dans le silence. Donc, pour moi, je travaille toujours en studio. La lumière que j'utilise est une lumière artificielle, jamais de lumière du jour. C'est la lumière que je crée avec des flashs. Et l'intensité des flashs est pour moi très importante, puisqu'en fait, c'est comme dans les rêves. Je veux que la lumière soit très, très précise, soit toujours la même et qu'elle a... Complètement, je connais. Bonjour, Lucien. Et donc, pour moi, en fait, ce sont des espèces de flashs de conscience, c'est des espèces de moments de révélation, et ils apparaissent dans une lumière très puissante et le temps d'un éclair. Et c'est cet éclair qui va éclairer ces scènes et les figer à jamais, en fait. Donc, la plupart du temps, je travaille à la chambre avec des plans films, parce que moi, j'ai commencé la photographie à 14 ans, en fait. Et donc, quand je suis rentrée à l'école des Gobelins, c'était encore en argentique. Donc, la plupart de mes photographies sont réalisées vraiment avec ce processus très, très long d'élaboration d'une composition avec des éléments que je cherche pendant des mois, que j'accumule, donc des objets de famille, ça peut être des cheveux, ça peut être du sang, des masques mortuaires, beaucoup de moulage aussi, parce que pour moi, c'est une autre façon de figer qui m'est apparue autre que la photographie, de travailler en 3 dimensions, voilà, avec le dernier visage, par exemple, les masques mortuaires, la dernière expression d'une personne avant de perdre complètement les traits. Et les mains aussi. Donc, je fais beaucoup de moulage de mains, de personnes qui sont importantes pour moi et que j'utilise ensuite dans mes photographies. Voilà. Après, j'ai aussi toute une thématique autour du drapé que j'ai commencé quand j'étais en résidence au château de la Napoule. Donc, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans des hôpitaux et surtout dans le silence à observer quelqu'un, enfin mon père en l'occurrence, qui était dans le coma. Et le langage passait par le drapé finalement. C'était le dernier signe, le dernier contact entre son corps et puis le monde. Et en fait, la façon dont se mettaient les drapés était très signifiante. Il était très apaisé, très calme. L'infirmière venait déposer des draps parfaitement repassés. Il y avait tout un langage. Et si effectivement je le sentais en souffrance, il était très agité, etc. Je retrouvais les draps tout en boule, emmêlés dans son corps, etc. Donc, il y avait toute cette espèce de dialectique du drapé que j'ai commencé à travailler en retournant sur mes lieux de mémoire, en emmenant des draps et en les sculptant sur ces lieux de mémoire que j'ai eus avec, donc, par exemple, mon père. Donc, en fait, c'était vraiment revenir à mes origines. Et à chaque fois, je déposais ce drap et finalement, je retournais sur mes lieux de mémoire pour cacher l'objet de la mémoire et construire une espèce de demeure inatteignable et abstraite, en fait. Et et puis aussi, c'était aussi se rendre compte de quels sont... est-ce que finalement... ce sur quoi nous avons l'impression d'avoir construit est toujours là. Les maisons d'enfance, on peut arriver dans des lieux déserts où tout a été rasé, qui n'existe plus. Et bon, moi, je pense aussi que j'ai une lourde histoire avec l'histoire russe, en fait, parce que ma famille est partie à la Révolution russe. Et donc, en fait, c'était une démolition de tous ces lieux de mémoire, etc. Donc, en fait, moi, maintenant, j'aime revenir sur ces lieux, les observer, etc., et je travaille voilà, donc beaucoup avec la mémoire, avec le drapé. Et puis la fixité, voilà, j'ai une obsession de tout fixer, que ce soit par la photographie, par le moulage. Tu as bien dit fixité. Oui, la fixité. Parce que tu parles, excuse-moi, je ne te coupe pas la parole, mais le drapé, la fixité, la Russie, tout ça, ce sont des points
très très communs, je veux dire, des points d'ancrage avec Karine Saporta. Tout à l'heure, tu as vu, on a parlé du voile de la mariée, et bon, enfin, et de bien d'autres choses. Il y a toujours chez Karine beaucoup de, moi je parle pas à sa place, mais bon, beaucoup, j'ai tellement entendu de travail avec le tissu, le voile, le drapé, comment il peut habiller le corps et comment peut-être il peut peut-être même le faire évanouir jusqu'à la mort, tu vois. Et il y a aussi la Russie, puisque vous êtes toutes les deux d'origine russe. Karine, elle est d'origine russe. Elle s'en enorgueillit beaucoup, russe et espagnole, beaucoup russe. Et puis, en même temps, cette fixité, parce que on sait que, là, tu parles de la fixité. Je crois que Karine aurait beaucoup à dire sur ce qu'elle ressent au niveau de la fixité. Vous avez beaucoup de points en commun. Maintenant, excuse-moi, Natacha, je voulais te remercier de nous envoyer les livres. On va les recevoir quand à la librairie Galerie? D'ici quelques jours, je vais les poster peut-être dès demain. 8 jours. Tu vois? Ouais. Oui. Alors, si tu peux les envoyer le plus rapidement possible, tu les envoies à mon adresse, je les emmène à la librairie Galerie, on les met, c'est plutôt une solidarité entre artistes aussi, avec une émotion commune où tous les gens qui sont là ont des choses à se dire, évidemment. Et puis, on se garde un tout petit pourcentage. C'est vraiment aussi faire connaître ton œuvre et puis dire qu'on va te revoir très bientôt. J'espère bien. Maintenant, je te remercie, je t'embrasse beaucoup. Et puis, je vais peut-être donner la parole à ce moment-là à notre Corinne, qui nous vient du Château de Rivaux, qui fait une très très belle exposition au Château de Rivaux. Corinne Bornier. Au revoir, Natacha. À tout à l'heure. Bonjour, Corinne. Bonjour. Natacha. Quel plaisir de te revoir. Quel plaisir de te revoir. Bonjour. Alors, moi, je ne savais pas du tout à quoi je m'attendais. Donc, écoute, je suis très prête. Je vous reçois dans ma cuisine. Je suis désolée. Je n'avais pas compris. Voilà, tu rencontres une belle personne, tu as vu, et toi-même, tu es une belle personne. Est-ce que tu peux, c'est particulier ton travail avec les os. Ça va être compliqué à expliquer, oui. Ça va être un peu compliqué. Dire ce que tu fais au Château de Rivaux, par exemple. Oui, alors au château du Rivaux, actuellement, il y a une exposition qui s'appelle L'art et le goût. C'est Patricia Lagneau, la propriétaire, qui l'a organisée avec plus de 40 artistes, donc des grands artistes. Il y a Pierre Arbouvin, Mike Kelly, John Isaac, il y a Céline Clairon, il y a Orlan aussi, Orlan, Katia Orlan. On est 5 ans. Donc 5 ans. Ouais, on est tu as fait, j'ai tout regardé, tu parles, et j'ai vu tu as dressé une table magnifique avec une assiette, une vaisselle extraordinairement. Donc c'est autour de. Donc le château des Rivaux a une exposition permanente et donc les articles c'est permanent et donc à chaque expo elle ramène d'autres artistes. Donc moi je fais partie des artistes temporaires et là dans cette exposition j'ai la pièce principale qui est un honneur et donc c'est un grand banquet, c'est dans la salle des banquets et ça s'appelle Le Dernier Souper. Et donc, c'est à base d'assiettes en gesmonique, qui est une résine calcaire, et d'eau, c'est les déchets qui revivent. J'ai mis un petit exemple ici. Voilà, je ne sais pas si on voit. Voilà. Un petit animal, ça, mais montre-nous des verres, des couverts. Alors, on ne m'avait pas prévenu. Alors, moi, je suis et aller chercher dans le. Voilà, je peux aller chercher d'autres choses. Ça, c'est une grosse mouche, par exemple, qui est faite avec qui n'est pas au château du Rivaux, parce que la plupart de mes objets sont au château du Rivaux, là. Donc, qui est fait à base d'os de poulet, de lapin. Voilà. Et donc, sur ce principe-là, en fait, l'idée, c'est d'avoir un poste dernier souper. C'est la vie qui reprend le dessus avec les déchets. Est-ce que tu as le corset? Est-ce que tu as quelques pièces quand même? Ça serait bien. Là, j'ai rien. Voilà, je l'ai là. C'est tout. Ah si, je l'ai le corset. Oui, voilà. Montre-les, ouvre-les, qu'on les voit bien, hein, parce que c'est assez magnifique. Voilà un corset. Ça, c'est aussi
des photos du dernier souper, j'en ai pas imprimé. Donc, C'est somptueux. Eh ben, ouvre parce que je le connais bien. Je l'ai aussi. Il y a plusieurs œuvres là qui sont magnifiques. voilà, ça c'est une jarretière, ça c'est un diadème. Mhm. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Des fleurs, ça c'est une couronne d'épines, ça c'est une fleur. Ah, je vais vous montrer les fameuses chaussures. Là où j'ai été un peu connue avec tous les guillemets, ça a été montré au Louvre, au musée des arts modernes, d'art décoratif au Louvre. Alors, elles sont où ces chaussures? Voilà, les fameuses chaussures, les vanity shoes. Montre-le bien devant les. Je peux pas les montrer comme ça. Ouais. Voilà. Incroyable. Mais même moi, j'avais Warm, c'est moi qui l'ai. Et puis, tu as des tableaux aussi. Tu as des tableaux. Oui, je fais partie de ces fameux artistes protéiformes. Donc là, c'est qu'une seule partie de mon travail. Je dessine, je fais des vidéos. Moi, je travaille sur un très très grand thème qui est notre essence humaine. Donc, là, c'est des petits dessins, enfin des petits dessins, ils sont grands en fait. Ils sont à 1,50 m par 2 mètres. Oui, mais il y en a d'autres dans ce livre. C'est une série de 14 dessins sur le monde du tatouage. Oui, montre-les bien. Je les connais bien, moi, mais celui-ci est très, 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 très connu. Ça, c'est une autre pièce qui s'appelle Bourgeoisie. Et ça, c'est sur un peu la lutte des classes. Pour expliquer en Zoom, quelqu'un qui ne connaît pas mon travail, c'est particulièrement compliqué. Voilà. Donc ça, j'ai un doute, c'est un ange. Enfin, un ange en tête, c'est une conversation avec un ange en tête. Ça, c'est un travail un peu plus ancien, c'est 2010. Le travail le plus récent, c'est les dessins et les os et l'installation du dernier souper. C'est très grand dessin. Moi, j'ai eu un dessin. Voilà, ça, c'est dans la même facture de Bourgeoisie sur le monde de la richesse. Donc ça, c'est un papillon avec un motif de poule. Je ne vais pas réussir à expliquer. Il y a des photos. Mais montre-nous ça. Je peux pas C'est tellement beau. Ça, c'est dans le livre Sans foi ni particules. Donc, toutes les pièces sont autour de… Je l'ai fait avec Isabelle de Maison Rouge, qui est croyante et qui a une particule. Donc, toutes ces pièces répondent à cette problématique de la foi et de l'absence de particules. Ça, c'est Omar Matoué. Voilà. Ouais. Montre-nous la couverture, parce que j'en ai moi, j'en ai deux, comme celui-ci est très beau. Montre-le mieux que ça. Tu vois bien, excuse-moi qu'on le voit bien. Ah, voilà, ça résume beaucoup mon travail, épitaphe toi-même, voilà, que j'ai fait faire au marteau du coin, là. Voilà, ça c'est mon épitaphe. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux vous montrer d'autre, des dessins, qu'est-ce que tu veux voir ça J'aimerais bien voir la Vierge. Oui, ça c'est très beau. J'aimerais bien la voir, la Vierge Marie, avec les… Je viens de la montrer, là, non? Ça, c'est des gravures de Raphaël, des gravures du Fruits Museum. C'est des gravures numérotées que j'ai trouvées dans les rues de New York. J'ai habité longtemps à New York, donc je pense que c'est peut-être une caisse que j'aurais pas dû prendre, parce que toutes les gravures sont numérotées. Et ça s'appelle Fashion Victim. Donc c'est toujours la problématique de la noblesse, de manque de protection. Est-ce que ces livres, tu vas, comme Natacha, tu as eu la gentillesse de nous envoyer des livres, est-ce que nous allons les recevoir bientôt? Oui, tout à fait, dans la semaine. Voilà, à mon adresse, on les met à la librairie et on va certainement faire un reportage sur tout ce qu'il y a là-bas. On a beaucoup de livres. En fait, beaucoup d'artistes vont nous envoyer des petits opuscules de ce qui leur restait, ou alors s'ils avaient édité. C'est vraiment Après, moi, c'est pas un livre d'art. Hein, c'est vraiment… c'est pas un livre… Il y a une interview. Hein. Il y a une interview. Ça, c'est des ex-voto. C'est des cires que je récupère dans les églises et avec ça, je fais des vœux. Et donc, c'est un livre que j'ai fait avec Isabelle de Maison Rouge et Marie de Paris-Affil, de commissaire amis. Et donc, on voit pas ta bouille.
C'est un peu une interview, c'est un peu comme un recueil, un recueil le texte est sur du papier de riz. C'est un peu une interview, c'est une entrée dans le monde un peu particulier de mon travail, mais c'est pas un livre d'art, vraiment. C'est pas, vous voyez, c'est plein de photos différentes, il n'y a pas de plasticité vraiment dans ce livre, quoi. C'est plus des renseignements. C'est ce que je peux proposer. J'ai pas le grand livre. De toute façon, Je suis en train de le faire. c'est absolument extraordinaire, mais la façon dont tu travailles avec tes os, en fait, tous ces os que tu fais sécher pendant très longtemps, les os de poulet, les os de lapin, et puis dont tu fais des choses magnifiques, à la fois des bijoux, à la fois de la vaisselle, enfin, la table que j'ai vue au château de Rivaux, cette espèce de mise en scène est extraordinaire. C'est une installation, c'est plus une installation. Donc il y a 13 assiettes. C'est plus une grosse installation. Je suis désolée, je n'ai pas de photos, mais il y en a plein si vous allez voir sur mon Facebook, Instagram. Oui, ou alors au château de Rivaux. Il y en a plein, ou carrément sur le château de Rivaux. Voilà. Il y a plein de photos, mais là, je n'ai pas de livre. Je travaille. Il faut aller donc sur le blog et aller au château de Rivaux. On le voit. Oui, il y a eu un article dans Connaissance des Arts. Il y en a aussi un dans Artention. Il y a des articles qui arrivent. Oui, c'est une grosse pièce, l'attention, cette pièce. Oui. Et de très belles photos de tes pièces, de très belles photos de tes pièces. Oui, c'est Jérôme Combe, à Atelier Fin d'Art, qui fait de très belles photos. Enfin, je travaille sur mon livre, donc je fais des belles photos. C'est important, les belles photos. Comme c'est des installations, il ne reste pas grand-chose après, hein, donc c'est important, les belles photos, oui. D'ailleurs, je pense que c'est grâce au photographe qui a pris mes belles photos que j'ai décollé un peu. Hein. C'est la photo de la chaussure m'a amené très loin. Le corset aussi, le corset. Le corset aussi, ouais. Alors, on va peut-être demander à Béatrice Thirier, qui est une compositrice que tu connais forcément, puis c'est une des plus grandes compositrices. Je connais. Toi, mais mon Dieu, ça va. Merveilleusement. Je suis. Alors, Béatrice m'a dit ce soir, donc voilà le cadeau du jour, c'est Béatrice Thirier, qui vient et qui me disait. Reste là, je t'en Et voilà, qui est une compositrice émérite, que tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent, et qui me disait, mais il m'arrive de jouer, d'entrer d'avoir un coup de cœur pour une galerie et de jouer devant un tableau, de composer, je ne sais pas trop exactement. Peut-être qu'elle pourrait se présenter, ou que toi, Karine, tu pourrais la présenter, qu'ensuite elle pourrait nous expliquer. C'est-à-dire que c'est drôle parce que tu as dit que ça lui est arrivé d'entrer dans une galerie. C'est exactement ça parce que, en fait, moi, je suis compositrice, mais je suis pianiste de formation classique. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, je travaille 4 heures, 5 heures, quelquefois 6 heures par jour sur mon piano pour apprendre, tout simplement. Et en fait, j'étais évidemment très appliquée. Hein, je l'ai fait, mais à partir de 14, 15 ans, 16 ans, en fait, j'ai commencé à être très frustrée avec cette idée que je travaillais toujours dans ma chambre et que j'arrivais pas beaucoup à bouger avec mon piano. C'est très lourd de bouger un piano, évidemment. Et alors, à partir d'un moment, j'étais obsédée par l'idée de sortir avec mon piano. Donc, ça a commencé avec la fête de la musique où, en fait, grâce à la fête de la musique, j'ai pu jouer dehors déjà dans la rue. Je me rappelle d'avoir joué dans une place à Paris pour la fête de la musique et tout ça. Donc, déjà, je pouvais sortir avec mon piano. J'ai joué aussi dans un supermarché, à l'entrée dans un supermarché. Et puis, à un moment, j'ai rencontré un coiffeur qui avait imaginé de mettre un piano dans son salon de coiffure. Donc, en fait, je jouais pendant qu'il coiffait les gens. Et puis, quelquefois, je faisais jouer les gens avec moi. Et puis, j'ai aussi mis un piano dans les carrières de Montesson et j'ai joué pour accompagner des ailes volantes donc qui descendaient du ciel. Donc, à chaque fois, c'est de l'improvisation, en fait. Hein. J'arrive, je ne sais absolument pas ce que je vais faire et c'est juste le moment, l'instant, l'image
qui fait que l'image que ça provoque, les sensations. Et après, en fait, j'ai commencé par et puis c'est vrai que j'ai été invitée une fois dans une galerie pour improviser devant des toiles. Là, Voilà. c'était plus intéressant dans le sens que c'était un dialogue avec un autre artiste, alors que finalement, tout le reste, c'était une espèce de road movie avec mon piano. Puis c'est devenu vraiment obsessionnel. Et je me souviens aussi de la manière dont je bougeais mon piano, y compris dans des déménagements. Parce qu'une fois, j'ai déménagé dans la même rue. Et en fait, les déménageurs m'ont dit qu'ils n'allaient pas mettre le piano dans un camion, mais ils allaient le mettre sur une petite planche à roulettes. Et donc, ils l'ont déménagé dans la rue. Et il y avait les voitures derrière. C'était une image complètement dingue. Donc, le piano progressait très lentement. Et il y avait les voitures. Et donc, évidemment, ça m'a beaucoup bouleversée. Je me souviens à l'époque, j'ai travaillé à la radio dans une émission qui s'appelle Pavé dans la mare avec Frédéric Lodéon, que j'avais raconté ça aux autres critiques et à Frédéric, et qu'ils avaient été tellement émus en fait qu'on l'a raconté à France Musique, alors que c'était franchement une anecdote, c'était tellement dingue. Et donc j'avais réussi comme ça à pousser le piano dehors et à rentrer avec le piano dans des endroits où c'était pas prévu, et d'amener mon piano avec moi pour vivre des choses. Et ça a été très important dans ma vie parce que ça a été aussi le passage où j'ai décidé de plus être pianiste et que je suis devenue compositrice. Mais j'étais tellement physiquement attachée à mon instrument que ça s'est passé par ces espèces de balades. Et c'était mon piano, le piano que je bougeais, c'était un quart de queue. C'est quand même déjà un gros piano, quoi. Ça pèse 300 kilos. Et j'ai eu des tas d'aventures avec ce piano que j'ai depuis que j'ai 14 ans, que mon père m'a offert, que j'arrive pas à changer. Et aujourd'hui, ça fait maintenant très longtemps que je l'ai. Et quand je dis que je vais le changer, c'est mes filles maintenant qui me disent non, c'est impossible, tu peux pas changer ton piano, tu peux pas avoir un autre piano. Et donc, voilà, j'ai un accordeur qui arrive maintenant à le numériser. Donc, on lui fait vivre encore une autre étape parce qu'on va lui mettre des capteurs sur les cordes et à le numériser pour que je puisse enregistrer directement sur mon ordinateur tout ce que j'improvise et ce que j'imagine. Donc, c'est pour ça que oui, rentrer dans l'univers d'autres artistes. Alors, comme j'ai fait aussi beaucoup de musique de film, j'ai rencontré des cinéastes qui sont d'autres artistes. Donc, d'une certaine manière, avec ça, j'ai aussi créé de la musique sur leurs images. Et pour leurs images, dans les intrigues, au milieu des acteurs. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit sur l'art. Et puis je retiens beaucoup l'histoire de la blancheur des robes de mariée dans le sang, parce que moi j'ai écrit un opéra de chambre qui est l'histoire d'une fille qui se marie dans sa tête, en fait, toute seule, au bout d'une nuit d'insomnie, parce que elle a trouvé l'histoire de l'opéra, c'est une fille qui est célibataire et qui lit une annonce matrimoniale que j'ai trouvée en vrai dans Paris-Paname. C'est et qui m'avait déclenché pour que j'écrive cet opéra. C'était un camionneur de 45 ans, bien sous tout rapport, qui cherche n'importe quoi comme femme. Et il avait bien écrit n'importe quoi comme femme. Et Paris-Paname avait bien, voilà. Et puis donc, moi, j'avais imaginé l'histoire d'une fille qui n'a pas beaucoup d'estime d'elle, et n'importe quoi comme femme, c'est forcément elle. Donc, au cours d'une nuit d'insomnie, elle déclare son amour à ce camionneur qu'elle n'a jamais vu, et à un moment, elle s'habille en mariée. Du coup, tout ce que racontait tout à l'heure Karine sur la mariée, le blanc, le rouge, ça m'avait fait aussi travailler beaucoup sur la robe de mariée, qui, à un moment, en Europe aussi, notamment en France, n'a pas été blanche, mais rouge, parce que c'était un tissu qui symbolisait la À richesse. un moment, bleu aussi à un moment. Ouais, et qui a été noir pendant la guerre de 14, parce que toutes les filles qui se mariaient, beaucoup de filles qui se mariaient, étaient en deuil de quelqu'un de leur famille. Donc, il y a des photos que j'ai vues de cortèges de mariés pendant la guerre de 14, où les filles se marient en noir parce qu'elles sont en deuil. Donc, voilà. Donc, dans mon opéra, en fait, la fille s'habillait en mariée avec des bouts du décor. Et donc, on avait fait, voilà, elle mettait sur sa tête une passoire qu'avait redesigné un
un plasticien qui est Kamel Yayaoui, et puis elle mettait des bouts de ses rideaux, c'était avec ses rideaux qu'elle faisait sa robe. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que dans tout, voilà, dans tous les… Je pensais aussi, parce que moi, c'est par l'opéra peut-être que j'ai appris à m'approcher de ce qu'est, à me rapprocher de ce qu'est peut-être le travail d'un plasticien ou d'une plasticienne. En tout cas, ça fait hyper plaisir de vous écouter, de découvrir vos œuvres. Et moi, j'ai vraiment envie surtout de venir à la galerie et d'ouvrir les livres, hein, et de mieux connaître encore vos C'est univers. merveilleux ça. Mais alors donc, c'est une proposition ouverte, mais qui sera peut-être difficile, hein. Une proposition ouverte à tous les artistes qui sont là ce soir, qui auraient peut-être un projet avec toi à développer sur quelque chose que tu aurais avec ton piano, ton petit, ton grand, ton moyen, avec des, j'ai pas tout compris de ça, tu viendrais comme Mon ça. piano voyageur. Voilà, Aïda, c'est un peu petit. Ah bah avec plaisir. Karine, certainement. Donc, tout le monde a bien entendu. On a la chance d'avoir Béatrice Thirier et cette histoire fantastique, en fait. Hein, cette histoire de piano, c'est fantastique. On dirait un conte tu vois, avec son piano. Et puis ensuite, à l'opéra. Puis ensuite, à France Musique. Voilà, ça crache, quoi. C'est bien. Je pense que tous les gens qui sont là ce soir, les artistes, ont entendu que éventuellement, comme tu es quelqu'un de très accessible, tout en étant quelqu'un de très, très, voilà, très connu, enfin reconnu et reconnu, il est toujours possible de faire un projet avec toi. Ah, avec plaisir. D'ailleurs, pour finir, je vous raconterai ce piano, il a aussi servi de berceau parce que quand ma fille est née et est venue au monde, l'appartement était trop petit, donc en fait, son couffin était sur le piano. Et donc, c'est aussi un piano qui a fait berceau à un moment. Donc, voilà, et encore aujourd'hui, je me dis que c'est mon meilleur ami. Non, mais c'est vrai que c'est une excellente idée. Mais maintenant, Karine est revenue, je pense qu'elle va reprendre. Non, pas du tout. Je voulais simplement rebondir sur l'idée qu'a eu Geneviève de t'inviter Béatrice en disant que nos milieux sont trop cloisonnés, très, très cloisonnés. J'écoutais le compte-rendu un petit peu de la manière dont l'exposition sur Baudelaire est reçue au musée de la vie romantique, parce que c'est un musée, mais Baudelaire se définissait comme romantique. Et il a été pendant très longtemps critique d'art, d'où sa présence au musée de la vie romantique. Et on se disait avec certains que finalement le rapport à l'image dans la poésie de Baudelaire est constitutif. Parce que si Baudelaire dessinait et peignait, c'est assez anecdotique, ça aurait été son violon dingue. Mais par contre, que l'image constitue plus que l'oreille, plus que le rapport à la sonorité, même de la poésie de Baudelaire, l'image est constitutive de l'univers baudelairien. Et je pense que c'est extrêmement intéressant que Geneviève t'ait invité ce soir parce qu'on n'est plus suffisamment dans cette synesthésie, dans ce rapport entre l'émotion visuelle, du regard, les correspondances avec le son. Et j'espère que voilà, tu vas augurer de nouveaux rapprochements, parce que moi qui viens du monde de la danse, souvent j'entends dire oui, mais le milieu des plasticiens, oui, mais vous dans le milieu du spectacle vivant. Et c'est vrai que ce qui est très, très important, peut-être plus que jamais, c'est de retrouver ce qui a été pendant très, très longtemps, le fait que le milieu artistique est un milieu. Alors moi, par contre, je tiens beaucoup à cette spécificité, surtout aujourd'hui où le matérialisme a un certain rapport à la marchandise. La parole à Yves Ledon, que tu vas peut-être voir pour la première fois. Il est déjà venu. Il a eu un très bel, c'est sur la LDBTV, il a eu un très beau zoom avec Karine. On a été très heureux de la voir et c'était d'une grande qualité. Karine, peut-être que tu peux te… Et en plus, Yves propose justement une rencontre entre la littérature, le texte et l'image à travers ses livres qui enchaînent bien sur cette idée de connexion entre les milieux. Très, très beau livre d'Yves Ledon à la galerie actuellement. Donc, Geneviève, tu as eu une bonne initiative voilà, de les… Avec beaucoup d'itinéraires.
Voilà, de Bachkelia, c'est magnifique, C'est magnifique. très, très beau. Très, très beau. C'est en vente à la galerie. Il nous en a déposé beaucoup. C'est dommage, c'est une maison d'édition. Je ne sais pas, peut-être qu'il serait bien qu'elle. Après, je ne sais pas où tu en es. On a aussi ce très beau livre-là, avec Alain Lambert, Yves Ledan et Patrick Serron, dont je te parlais, Karine. Et ce sont des très belles choses. Il y a un rapport au texte, entre le texte et l'image. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire, Yves? Alors déjà, C'est un livre, hein. C'est très difficile de. Voilà, vous le voyez. C'est un. L'idée de créer cette. Oui, oui, et Oui. puis peut-être, mais Ouais. c'est pas ce que fait Yves maintenant, mais c'est quand même de très joli. C'est très bien mis, c'est très bien édité, c'est beau, c'est vraiment beau. C'était Moi, je me suis par rapport à mon travail personnel, c'était un travail à part. Hein. C'était un travail à part, c'était un travail d'édition en fait. Ouais. Et l'idée, c'était justement de conjuguer le texte et l'image. Et c'était celui-ci. Voilà, c'est mieux comme ça. C'était en y Mais ouvre-le. regardant un 3 fois. L'idée, c'était de faire un lien entre le texte et l'image, mais sous contrainte en fait. Par exemple, ici, pour cet ouvrage, en y regardant un 3 fois, alors déjà le titre est référent à. Donc il y a le texte et l'image, et le titre est référent à Erik Satie, en y regardant un 2 fois, mais comme on est 3 dans l'ouvrage, en y regardant 3 fois. Voilà. Et donc l'idée, c'était de se donner rendez-vous tous les 3 mots. Et on avait choisi, donc on avait fait un inventaire de mots. On avait fait un inventaire de mots, mais qui soient des doubles mots que l'on retrouve à la fois dans l'histoire de l'art et dans la littérature. Par exemple, vous voyez, clair-obscur, eau-forte, mer-morte, trompe-l'œil, in situ, ex-libris, ombre portée, bas-relief, rudimètre, pardon. Tous ces mots étaient travaillés chacun à part, comme ça. On travaillait chacun de notre côté. Et c'est l'ouvrage, en fait, qui nous rassemblait. On se donnait rendez-vous tous les 3 mots. On faisait un petit repas. Et on choisissait le texte et les images qui puissent correspondre à ce mot. Par exemple, eau forte, ici. Quelles sont les images et quel est le texte qui sera en adéquation avec ce rendez-vous. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc, on avait créé cette édition dans l'idée de fédérer, de se retrouver, de se rassembler. Donc, l'ouvrage, en fait, c'était un rendez-vous. Par exemple, couleur, c'était la même chose. On avait fait couleur. Alors, par exemple, là, là, c'est de la couleur IKB. Ah ben, je ne l'ai pas en galerie, ça. Il y est. Là, en librairie. Oui, j'ai dû en laisser, oui. Il y est, Et là, l'idée. Alors, la même chose. Alors, l'écrivaine, en fait, ça fait penser énormément à Mallarmé, bien entendu, le coup de dé de Mallarmé. Et IKB, c'était un travail d'une plasticienne qui s'appelle Muriel Taragano, pardon. Voilà. Donc l'idée, c'était qu'elle travaille en aveugle, et c'était une fois de plus l'ouvrage qui les rassemblait sur la même couleur. C'était ça l'idée. Et pour le troisième qui montrait à la librairie Galerie, c'était itinéraire. Ah, c'est en invitation, on invitait un écrivain et un plasticien à faire un itinéraire, le même itinéraire. Et ils écrivaient sur cet itinéraire, ou ils dessinaient sur cet itinéraire, ou ils photographiaient sur cet itinéraire. C'était ça l'idée. Et donc, l'édition s'est arrêtée au bout de 3 ouvrages parce que on a eu des problèmes financiers. Voilà, c'est ça. Donc, j'aimerais bien, parce que en y regardant 3 fois, ça date de 2008, vous voyez. Couleur, c'est 2008. Yves, tu le vois? Tu le montres? J'en ai pris un là. Oui, voilà, c'était en fait les itinéraires ressemblent des cartes, c'est comme des cartes routières. On les déployait comme des cartes routières pour vraiment que ça puisse
qu'il puisse y avoir une relation avec le déplacement, avec l'itinéraire, C'est très, avec la très carte beau. routière. C'est très, très beau. On en a combien? Je pense qu'il y en a combien par livre? Certains itinéraires sont. Ouais, il y en a 10 ou 11, je ne sais plus. En fait, c'est les cartes, ça peut être un itinéraire imaginaire, ça peut être un itinéraire. Parce que je ne sais plus, ça fait assez longtemps qu'on les a fait, je ne me souviens plus très bien, mais il y a des itinéraires très particuliers. Ça peut aller de la bouche à l'intestin, par exemple. Vous voyez, il y a des itinéraires différents. Ça peut être un véritable itinéraire géographique. Ça peut être un itinéraire poétique aussi. Merveille, j'ai passé la nuit. De convoquer en fait un écrivain et un plasticien ou un photographe sur un itinéraire. En tout cas, c'est magnifique. Geneviève en a déplié un ou deux. Est-ce qu'on peut avoir l'image plus grande ou alors est-ce que tu peux en déplier un ou deux aussi, Yves? Parce que c'est vrai que la matière du papier est magnifique, les couleurs sont tout à fait, la composition plastique est étonnante. Il y a un grand soin de l'impression. C'est du beau travail. Hein. Par exemple, Daniela de Felice avec Mathieu Châtelier. Ce sont c'est une plasticienne et un documentariste, on va dire. C'est un couple, ils vivent ensemble et leur itinéraire, en fait, c'est un vélo. C'est un vélo volé dans un quartier. Donc, ils suivent l'itinéraire. Et Daniela, elle fait un travail, c'est une Italienne, Daniela, elle fait un travail elle peint au café, en fait. C'est du café, c'est fait au café. Vous voyez? Donc, ça donne ça. Donc, il y a le texte et l'image, et puis il y a tout l'itinéraire. On peut suivre l'itinéraire du vélo au travers de ce dépliant qui peut représenter une carte routière. Mais c'était ça l'idée. Donc, on voulait continuer comme ça, mais on a échoué parce que c'est un peu de ma faute parce que je suis un très, très mauvais gestionnaire. Et puis, le dernier ouvrage, je l'ai imprimé avant que j'aie la subvention. Et puis, le CRL a changé son protocole et puis je me suis fait avoir parce que je voulais à tout prix présenter ce livre au Salon du Livre de Caen. Centre régional du livre, avec Sylvie Bénard, d'accord? C'était Sylvie Bénard, non? Le centre régional du livre à Caen. Il y a eu Joël Hugo, il y a eu Sylvie Bénard, il y a eu… Et voilà, c'est ça, c'était… oui, c'était la directrice qu'on connaît bien, très sympa. Le régional des lettres nous suivait beaucoup. Puis là, moi, j'ai fait une erreur de timing. En fait, j'ai voulu aller trop vite et j'ai imprimé l'ouvrage avant que la subvention soit tombée. Et voilà, je n'ai pas respecté le protocole. Et puis, ça m'a coûté 10 sous. Et après, c'est pas facile après. Et puis, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Elle existe toujours. Il faudrait le reprendre, mais bon, il faut beaucoup d'énergie en fait. Oui, c'est un mais l'idée, c'était de fédérer autour du livre. C'était ça l'idée. L'objet livre devait être un élément fédérateur, un objet de rencontre en fait. Voilà, c'était ça l'idée. Et parce que on est tous dans nos ateliers, il est toujours intéressant de rencontrer une musicienne, une écrivaine, un écrivain, un graphiste. Vous voyez, c'était ça l'idée de fédérer autour du livre. Nous nous sommes rencontrés avec Corinne, alors ici, au vernissage de Joël Hugo. Et puis, c'était très drôle, Karine était en face, elle était venue voir Joël, enfin, on était un petit groupe, et puis s'assoit à côté de moi, Corinne, sans se présenter, comme d'habitude, brute de pomme, ouais, pousse-toi un peu, quoi. Enfin, c'était le genre un petit peu, et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais pas, je ne la connaissais pas vraiment. Je lui dis, toi, tu es Corinne Bornier, elle me dit oui, et là a commencé toute une complicité très agréable. Et ensuite, elle est venue en toute simplicité à Aïda 2.0 à Caen. Oui, pas de problème, alors qu'elle venait d'un château ou d'un autre. Et elle a fait une magnifique… Oh non, mais je venais pas d'un château ou d'un autre. Faut pas exagérer. Attends, parce qu'on va bientôt présenter des belles choses. Voilà.
est-ce qu'on voit la table là au château? Ah oui. Ah oui, on la voit. C'est féerique, c'est d'un autre monde, quoi. Ouais, je suis assez contente de mon installation. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance que Patricia, donc propriétaire du château, me propose ça. Parce que je l'avais montré dans une galerie, mais en petit format. Là, c'est quand même format Excel. C'est agréable. C'est agréable d'avoir des lieux comme ça pour montrer des belles pièces. Franchement. C'est une très grande pièce, hein, très grande table. Il y a Mike Kelly, quoi. C'est quand même, j'expose avec Mike Kelly. Moi, j'en reviens toujours pas. On ira voir sur le blog, sur Instagram, et je pense que vous pouvez peut-être aller surtout au château, parce que c'est un super lieu. C'est une expo où il y a 50 artistes quand même, donc c'est vraiment un super lieu. C'est à côté de Chinon, château du Ribot. Vous pouvez peut-être aller là-bas, parce que c'est une belle balade. C'est un lieu magnifique, un jardin magnifique. Jusqu'à quelle date? Jusqu'au mois de novembre. C'est pas encore ouvert, hein? Ça devait ouvrir on sera peut-être ouvert, hein, peut-être. Ça devait être ouvert le 15 avril, mais on a des petits soucis de santé, il paraît. Voilà. Donc, a priori, ça ouvrirait peut-être le 15 mai. Ça dépend si le variant indien ou brésilien ou sud-américain, il ne va pas nous emmerder. Ah, ne parle pas des variants, c'est pas possible. C'est pas pourtant ce qui va C'est pas possible. Donc, normalement, c'était du 15 au mois de novembre. Alors, j'ai eu la chance de faire cette expo parce que cette expo avait lieu l'an passé et à cause du Covid, elle n'a pas pu vraiment ouvrir. Donc, ils ont fait là, c'est l'art et le goût numéro 2. Et la pièce principale, qui était de Marlène Moquet, que vous connaissez sans doute, qui est beaucoup plus connue que moi, faisait le banquet. Elle est tellement connue que son banquet va ailleurs. Alors, moi, j'ai remplacé. Voilà, c'est grâce au Covid quand même. Mais attends, tu es bien attaché, enfin, entre autres, à la galerie Valérie Delaunay. La galerie Valérie Delaunay, ouais. Delaunay. Qui vient de changer de lieu, qui a un grand lieu dans le Marais maintenant. Mais c'est un très beau lieu. Voilà, il vient avoir un très grand lieu. Voilà. Donc, allez au château de Ribot. Merci, Corinne. Nous allons nous précipiter. Tu nous fais signe dès que tout ça ouvre. Moi, ça, si vous suivez un peu le Facebook et tout ça, vous allez le savoir. Je suis plutôt assez généreuse d'informations sur les réseaux. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Nous avons un peu dépassé, Geneviève. Alors, ce n'est pas totalement ma faute cette fois-ci, puisque j'ai été absente une partie du temps, mais c'est tout simplement parce qu'on était très bien ensemble. On est tellement bien ensemble et j'espère qu'on va pouvoir se voir physiquement très, très rapidement. Je propose que tous ceux qui exposent à IGDA se retrouvent. Oui. Tous ceux qui exposent pendant l'année, mais aussi tous ceux qui ont mis leurs livres sur les étagères l'IGDA, y compris Corinne de Paris et tous ceux qui habitent à distance, viennent faire boire ensemble et célébrer le retour à la vie physique, peut-être. Y compris on ne sait pas comment de venir prendre des livres sur les étagères. Donc, je propose que pour ce qui est de la vie à distance, nous mettions un petit stop pour le moment, pour cette soirée, et que nous nous retrouvions très bientôt, donc, comme dit Corinne, le retour à la vie physique. À moins que… Je vais faire un spécial au revoir à Yves Ledan. En fait, Karine, qu'on peut dire que quand même l'objet phare tout de suite et en même temps, Bellerive qui s'est installée, Aïda qui est restée, donc cette espèce de travail, pas ensemble, avec chacun de nos originalités et nos lignes artistiques, on puisse dire quand même que là, c'est plutôt Bellerive, avec tous les livres des artistes d'Igda autour de toi pour faire couronne, et que ton livre est à vendre quand même. Peut-être que je sais bien que tu n'aimes pas te vendre. Bon, c'est quand même, ce sont 3 livres, donc en vente aussi. Aïda 2.0, rue des Croisiers, mais peut-être aussi sur la galerie virtuelle, ceux qui voudraient. Vous pouvez retrouver donc tous les livres de Corinne Bornier, Elisabeth Leverrier, Yves Ledan, Tristan Jeanne Vallès, très très nombreux plasticiens et photographes.
aussi sur la galerie virtuelle du site www.carinesaporta.com, et tous ceux qui à distance ont envie de les acheter sans venir physiquement à Caen au 16 rue des Croisiers sont les bienvenus. Sinon, comme le disait Béatrice, venez le temps de cette galerie éphémère. N'hésitez pas à passer souvent donc dans cette rue magnifique du Vieux-Caen, la rue des Croisiers. Merci Geneviève qui est quand même fait partie de l'histoire de cette galerie, qui a reconstruit une ligne artistique en 2017 à partir d'une galerie qui fonctionnait différemment et qui aujourd'hui fait faire encore un grand pas en avant au projet. Et merci à vous tous, et ça fait beaucoup de bien. Ben, merci. Hein. Oui, Merci. merci. Je ne m'attendais pas du tout. Un petit coup à boire, voilà. Au revoir à vos santé à tous. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir Chantal, Carita, À au revoir bientôt. Nicoline, au revoir Mathieu. À bientôt. Alors Geneviève, je Au revoir, t'envoie Jackie. les livres Au demain. revoir H, tu es H, c'est notre ami. spectateurs, on a bien. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci Oui, au beaucoup. revoir à tous, merveilleux. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir Elisabeth. Oui, merci, hein, c'était superbe. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tous.